Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Candude avec le concours du comité départemental olympique sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 78e émission de Et si on parlait de sport. Nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Candude de vous accueillir pour parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultants qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 78e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Vergne, président de la Ligue d'Occitanie de sport automobile, Pascal Hernandez, secrétaire général de la Fédération internationale de boules, Jean-Luc Ricard, président du club boule de Bruguière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, le sport automobile en Occitanie, une passion à toute vitesse. L'Occitanie est une terre de passion automobile où se mêlent diversité des disciplines et dynamisme compétitif. Des circuits emblématiques comme Nogaro et Albi aux routes pittoresques, des rallyes régionaux. La région offre un cadre idéal pour les amateurs de vitesse et de technique, avec des disciplines variées, allant du rallye sur terre au slalom, en passant par le trophée Tourisme Endurance et le spectaculaire Grand Prix Camion. Chaque épreuve célèbre l'excellence du pilotage. Des talents locaux tels que Théo Calvé et Jordan Berfa incarnent la réussite régionale soutenue par la Ligue Sport Automobile Occitanie-Pyrénées, moteur de développement et d'innovation dans le secteur. Des événements phares comme le rallye Terre des Cardabelles ou le tout récent rallye Midi toulousain témoignent de l'attractivité du sport automobile en Occitanie qui s'engage aussi dans une transition éco-responsable. Que vous soyez pilote, passionné ou spectateur, le sport automobile en Occitanie promet des sensations fortes et des moments inoubliables. Et en deuxième mi-temps, le sport boule, une discipline à découvrir. Le sport boule, c'est aussi appelé la boule lyonnaise. C'est un jeu d'adresse et de stratégie, souvent confondu à tort avec la pétanque. Il se pratique sur un terrain plus long, 27,5 m à 30 mètres, et propose des épreuves variées comme le point, où il faut placer sa boule au plus près du but, le tir qui exige de frapper les cibles avec précision, ou encore le tir en course, une épreuve spectaculaire alliant vitesse et adresse. Accessible à tous, ce sport se démarque par sa diversité, son dynamisme. Le club de Bruguière, pionnier dans la discipline, organise des événements internationaux comme le relais mixte et s'investit dans la promotion de ce sport méconnu à travers des initiatives, des compétitions et un centre de formation. Le sport boule, un mélange unique de tradition et de modernité, bien plus qu'un loisir, une véritable discipline sportive à découvrir et à pratiquer. Mais avant le coup d'envoi de cette 78e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match? On va parler des principaux résultats sportifs de la semaine. Tu vas nous parler, Laurent, de l'athlétisme. Et oui, en athlétisme, c'était les mondiaux du 100 km à Bangalore, en Inde. Et c'est la Toulousaine Florian Haude, favorite des mondiaux du 100 km, qui a conservé son titre samedi à 7h, 8 minutes et 42 secondes. Elle a devancé une autre Française, Marie-Ange Brumelot. Il y avait aussi du cross avec les championnats d'Europe à Antalya en Turquie. Championne d'Europe en titre, la France a terminé cette année deuxième du relais mixte de cross, derrière l'Italie et devant la Grande-Bretagne. Et en individuel, c'est le Finlandais Jacob Ingebrigtsen, toujours invaincu au championnat d'Europe de cross, et le Français Jan Skrub qui est 6e. Parlons de pétanque avec le championnat du monde à Dijon. L'Italie est champion du monde de pétanque en triplette. Les Italiens ont battu Madagascar dimanche en finale. Ils succèdent à la Thaïlande. L'équipe de France composée d'Henri Lacroix, Philippe Suchot et Dylan Rocher, puis Jean Feltin, s'est elle inclinée en demi-finale face à Madagascar 13-3. On passe au biathlon avec plusieurs épreuves de Coupe du Monde. En individuel, ça se passait en Finlande à Kotoliati. Et Lou Jean Monod, deuxième de la Coupe du Monde la saison passée, s'est imposé mercredi pour la première course individuelle de la saison. La Française a devancé les Suédoises Ella Alversson et Elvira Heuberg. Près de 3 ans après sa dernière victoire en Coupe du Monde, le Français Émilien Jacquelin s'est imposé avec la manière, lui, vendredi lors du sprint. Aucun Norvégien ne figurait dans le top 4. Très solide par contre sur le tour debout, Éric Perrault a remporté dimanche la première Mastart de la saison devant son compatriote Quentin Fillon-Maillet et le Norvégien Sturla Lägred. Et la Française Julia Simon a signé un retour remarqué aux avant-postes dimanche en prenant la deuxième place de la Mastart derrière la Suédoise Elvira Heuberg qui conforte elle son maillot jaune de leader du classement général. Quelques mots de ski de boss avec la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Suède. Nouveau podium pour Perrine Lafont qui, après sa victoire à Ruka, confirme avec une deuxième place.
On reste sur les skis, mais c'est du ski alpin. Coupe du monde à Beaver Creek aux États-Unis en descente. Doublé suisse vendredi lors de la descente avec Justin Merisier qui a devancé son grand ami Marco Odermatt. Il y avait 3 Français dans le top 10. Blaise Giezendanner, 7e. Nils Agrès, 6e. Et Cyprien Sarrazin, 9e. En Super G, compétition aussi, même endroit. Le Suisse Marco Odermatt a été le plus rapide samedi devant le Français Cyprien Sarrazin et l'Autrichien Lukas Furstein. Et Alexis Pinturo prend une bonne 10e place pour sa rentrée après sa grosse blessure. On va parler maintenant de patinage artistique avec la finale du Grand Prix à Grenoble. Samedi, l'Américain Elia Malinen a vampirisé les débats. Il est désormais le premier à avoir osé les 6 quads différents. Axel, lutte, flip, boucle, salcho et boucle piquée. Résister à l'extraterrestre de 20 ans sera le défi d'Adam Siao Imphal quand le Français reviendra de blessure début 2025. Et en ce qui concerne les danseurs français, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, ils ont terminé à la 6e place de leur première finale. On change de sujet complètement avec le basket femme, la boulangère Vanderleague, 9e journée, Chartres s'est incliné 68-67 contre Montpellier. En basket homme cette fois avec la 13e et 14e journée d'Euroleague. Après son succès historique contre le Real Madrid mardi dernier, Villeurbanne est tombé à Milan vendredi 84-92. Devant son public, Monaco a vite rebondi après la bataille perdue mercredi dernier face à l'Olympiakos 80-89. L'équipe s'est imposée sans trembler contre l'Alba Berlin 180. Auteur d'un nouvel exploit cette fois sur le parquet de l'Olympiakos 96-90. Le Paris Basketball reste sur son nuage, enchaîne une 10e victoire et garde la tête de l'Euroleague. Du basket, on passe au handball féminin avec l'Euro 2025. Notre équipe de France a validé son billet pour les demi-finales de l'Euro féminin avec un succès maîtrisé contre la Suède 27-31 dimanche à Debrecen. Les Bleus auront un dernier match de poule contre la Hongrie mardi prochain. En handball homme et la 10e journée de Ligue des Champions, Nantes s'impose sur le fil mercredi dernier face à Magdebourg 29-28. Le PSG qui restait sur 2 défaites s'est facilement imposé à Bucarest 33-40 jeudi dernier. Et en ce qui concerne la 13e journée de l'Ikimoli Star League, Montpellier n'a laissé aucune chance à Créteil pour s'offrir une 11e victoire en championnat 28-21. Nîmes a de son côté confirmé son nouvel élan en disposant de Tremblay 28-32 et Toulouse s'est incliné à domicile face au PSG 28-31. On passe au volley féminin, c'était la Ligue A féminine Saforel Power 6, 12e journée, Béziers a disposé de France Avenir 3-7-0. En volley masculin et la 2e journée de Ligue des Champions, Saint-Nazaire prend la 2e place du groupe D grâce à sa victoire sur Seske Budejovic 3-1. Dans le groupe E, Chaumont a encaissé une 3e défaite en autant de matchs et s'est incliné face au Levski Sofia 2-7-3. En Marmara Spike League et pour la 12e journée, Toulouse s'est imposé face à Cannes 3-1. 7 a dominé Narbonne 3-1 aussi et Montpellier n'a eu besoin que de 3-7 pour aller s'imposer à Saint-Nazaire. On passe au football féminin avec l'Arkema Premier League, 10e journée, Dijon tombeur de Montpellier 4-2, n'est plus qu'à 1 point du podium. En football, parlons de la 12e journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé face à Toulouse 2-0, Montpellier a perdu 2-0 face à Lens et en Ligue 2, 15e journée, dans un match enlevé, c'est Rodez qui s'est imposé dans les dernières minutes face à Pau 1-0. Rugby à 7 maintenant avec les fameuses 7 Series, étape du Cap en Afrique du Sud, l'équipe de France s'est inclinée en finale du tournoi des 7 Nations Series du Cap dimanche face à l'Afrique du Sud 26-14. Après leur 5e place à Dubaï, les Bleus sont montés en régime ce week-end. Chez les femmes, sèchement battues par la Nouvelle-Zélande en demi-finale, le 7 Nations Series au Cap, les Françaises se sont ressaisies pour dominer l'Australie dans le match pour la 3e place 17-14 dimanche. Une 2e médaille de bronze en 2 semaines. Parlons maintenant de rugby à 15 avec la Champions Cup. Les Rochelais ont dominé Bath en Recreation Ground vendredi dernier 20-24. Le Castres Olympique, privé de plusieurs de ses cadres, n'a pas pesé lourd samedi à Northampton 38-8. Toulon a lancé sa campagne en Champions Cup par un succès en Afrique du Sud samedi chez les Stormers 24-14. Le Stade français coule chez le Munster 33-7. Les Parisiens ont écopé de 2 cartons rouges et encaissé 5 essais. En difficulté en top 14, le Racing 92 s'est donné de l'air en Champions Cup après sa victoire contre les Harlequins 23-12. Clermont, une victoire bonifiée à Trévise 28-0, mais pas la manière. Festival offensif de l'Union Bordeaux-Bègles contre Leicester avec 6 essais. Tenant du titre, le Stade Toulousain n'a pas manqué son entrée en Champions Cup dimanche en dynamitant la défense de l'Ulster 61-21. Il a inscrit 9 essais pour prendre déjà la tête de sa poule. Et pour parler de la 10e journée de Pro D2, Colomiers s'est offert une précieuse victoire à domicile face à Provence Rugby 31-30. Brive, tombeur de Béziers 15-10 vendredi dernier, est revenu à hauteur de Grenoble en tête du championnat. Soyeux Angoulême a dominé Montauban 20-27 pour une 4e victoire en déplacement, la seule équipe de Pro D2 dans ce cas. Auto Formule 1,
Grand Prix de Dhabi, en tête du début à la fin, Lando Norris sur McLaren s'est adjudé le Grand Prix dimanche. Une victoire qui permet à son équipe d'être titrée chez les constructeurs, malgré le double podium des Ferrari. Sainz est deuxième et Leclerc troisième. 26 ans plus tard, au terme d'une saison 2024 haletante, l'écurie britannique a conquis le 9e titre de constructeur de son histoire. Le dernier remonté en 1998. Côté français, 7e, Pierre Gasly a maintenu l'Alpine à la 6e place devant Haas. C'était donc le dernier week-end de compétition et de Grand Prix, et le retour au mois de mars maintenant. Et on a vécu donc une bonne fin de saison avec champion des constructeurs pour McLaren. C'était un très beau moment à vivre pour ceux qui ont pu suivre ce Grand Prix. Et pour conclure les résultats de cette semaine, on va parler de voile avec le Vendée Globe et Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance, leader du Vendée Globe depuis une semaine, a de nouveau cédé du terrain à la nuit de dimanche à lundi et compte désormais moins de 200 miles nautiques d'avance sur Sébastien Simon, sur le groupe du Breuil, au moment de quitter l'océan Indien. Merci pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Michel Vergne. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport en cette fin d'année 2024, riche en compétition et rebondissements, Michel Vergne, président de la Ligue Sport Automobile Occitanie-Pyrénées, nous accorde un entretien exclusif pour revenir sur les temps forts de cette saison et surtout évoquer les projets de 2025. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Michel, merci. Alors un petit mot quand même, président de Ligue, sur ton parcours personnel et un peu professionnel, qu'on sache un petit peu pour nos auditeurs à qui on parle aujourd'hui. Mon cher Laurent, j'ai toujours été proche de l'automobile, d'abord commercial chez un pétrolier et ensuite chez Debar Automobile, où l'activité de Debar Automobile a commencé en 1996. J'ai débuté en sport automobile par les trophées de la Dépêche du Midi, Citroën Total. C'était sur le circuit d'Albi. C'était une sorte d'école de pilotage qui se terminait par une sélection en fin de saison où j'ai échoué sur le dernier échelon, battu par un certain Xavier Lapeyre, le Toulousain. J'ai ensuite couru en circuit et en course de côte pendant 2 saisons et la petite famille arrive. Et là, la décision d'arrêter de courir prise, mais je ne coupe pas avec ce milieu. J'intègre l'organisation des Grands Prix d'Albi et je deviens commissaire de circuit. En 1986, je deviens le très jeune président de la ZAD Albi, puis trésorier de la Ligue à partir de 1990 jusqu'à 2000, où je prends la succession de l'emblématique André Diviès, président de la Ligue et grand ordonnateur de Nogaro. Actuellement, je suis membre du comité directeur de la fédération et plus particulièrement en charge de la commission des officiels. Donc ça te fait beaucoup de travail tout ça. Ça fait une sacrée occupation. Alors, on va juste faire un petit aparté parce que ce week-end, il y avait quand même un événement extraordinaire. C'était le dernier Grand Prix de Formule 1 à Abu Dhabi et avec une victoire chez McLaren. T'as suivi, j'imagine? Alors, oui, j'ai suivi comme tout le monde, parce que c'était la dernière de la saison, et c'est toujours intéressant. Là, en plus, c'était palpitant. J'ai trouvé que ce Grand Prix était intéressant, plein de rebondissements, et qui se termine par une humanité, parce que quand on voit les mécaniciens de chez Ferrari embrasser ceux de chez Mercedes, et vice-versa, et les gamins qui viennent de terminer un Grand Prix et qui vont embrasser les leurs, quelque chose d'assez extraordinaire. On est dans une région, nous, de rugby où l'amitié compte pour beaucoup. Et dans ce milieu-là, même si ça paraît froid, ça existe aussi. Et c'était un moment très fort. Donc un beau champion du monde, une belle équipe championne du monde qui le mérite largement, dont les cartes sont jetées pour 2025. Je pense qu'on aura une saison assez exceptionnelle avec des changements d'écurie pour certains pilotes qui eux aussi ont besoin de changer de vie, de vie sportive du moins, parce que dans les écuries, il ne faut pas trop s'incruster. Au bout d'un moment, il faut changer. Et avec des jeunes pilotes français qui doivent monter un petit peu, là, on a des espérances de ce côté-là quand même. Ouais, Isaac Kadjar a raté d'être champion du monde de Formule 2 pour quelques petits points. Ce n'est que partie remise. De toute façon, il reste pilote académie chez Red Bull. C'est un grand espoir pour nous. On compte beaucoup sur lui. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, il va faire parler la poudre. Il est plein de talent. Ah, puis on a Gasly qui avec l'Alpine a fait quand même un bon parcours. Gasly, c'était sublime quand même. Et déjà un pilote assis. Il fait partie des très bons pilotes dans la mesure où il dispose d'une machine compétitive. Je rappelle que Gasly était en 1996 sur le podium à Albi en Formule 4. Voilà, donc c'est un pilote
bourré de talent, à condition qu'il ait le bon cheval au bon moment. Bon, on va suivre ça, bien sûr. Cette fin de saison, c'est terminé. Pour ça, on redémarrera en mars. Est-ce qu'on peut parler un petit peu un petit retour en arrière sur le mois d'octobre qui a été marqué justement par le retour du slalom de l'écurie des Gaves et la création du rallye Midi Toulousain. Qu'est-ce que ça représente ces épreuves pour la région et pour la Ligue ? C'est très important. Ce sont des épreuves régionales, mais qui ont un impact direct sur les amateurs locaux. Le slalom des Gaves s'était mis un petit peu en retrait pour des raisons financières, de disponibilité des organisateurs. Organisateurs, ce sont des bénévoles, je le rappelle, qui ont un rôle primordial. Donc ça y est, c'est reparti et c'est une bonne chose parce que c'est une épreuve, le slalom, qui coûte pas très cher pour les amateurs. C'est de bon augure, donc ça c'est bien. Alors le rallye Midi Toulousain a été mis sur pied par l'écurie APPG et Cédric Delage, le nouveau président de la ZAC du Midi, qui est lui-même pilote. Cette épreuve revêt une importance capitale pour nous puisqu'elle est l'unique rallye dans le département de la Haute-Garonne. Vous voyez qu'on a besoin de lui, c'est bien parti. Je pense que l'édition de 2025 sera encore d'un niveau supérieur. On ne manquera pas d'en parler dans l'émission. Et si on parlait de sport, on parle bien sûr de tous les sports. Alors, il y a plusieurs pilotes qui ont marqué cette saison, comme l'équipage Arthur Bellamourgue et Bastien Pouget, qui sont vainqueurs du trophée Clio France. Quel regard tu portes sur leur parcours et leur compétition régionale, en fait ? Alors, Arthur Bellamourgue fait partie de nos espoirs depuis 2 ans. C'est sa 2e année. Et on va continuer à le suivre, même s'il passe un petit peu dans le côté semi-professionnel. Mais avec son coéquipier Bastien, ils ont remporté le trophée Clio. C'est un trophée qui est très très disputé. Il y a un peu plus de 30 Clio qui participent à chacun des rallyes. Donc c'était pas facile. Mais ils ont trouvé, après une année 2023 d'apprentissage, 2024 à l'aboutissement. Donc ils rentrent dans l'équipe d'usine Renault. Ça va leur permettre de disposer d'une voiture plus performante. Et donc on envisage des podiums dans le championnat de France. Ça c'est une merveille pour nous. Non, super. Alors, avec les finales comme celle du TTE à Nogaro et des Caterham, quel bilan tires-tu des performances de cette année ? On a un calendrier qui s'est déroulé en respectant les dates prévues, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est tout à l'honneur des organisateurs et des promoteurs de ces disciplines qui, là aussi, sont faites pour un public plutôt amateur. Mais c'est de bon augure, il en faut pour tout le monde. Les championnats tirent vers le haut ces épreuves amateurs et les amateurs procurent les futurs champions pour nos championnats. Donc très, très satisfait. Alors justement, quels sont les grands projets maintenant de la Ligue pour la saison 2025 ? Peut-on s'attendre à de nouvelles épreuves ou à des retours marquants pour cette année ? Alors la Ligue du sport automobile Occitanie-Pyrénées, qui compte 3600 licenciés, s'appuie sur un calendrier de une cinquantaine d'épreuves par an, qui comprennent des épreuves régionales, nationales et les championnats de France, dont on dispose de 6 épreuves en circuit asphalte Nogaro et Albi, une épreuve sur le rallye de circuitaire d'Heidi. Il y a plusieurs épreuves en circuitaire d'ailleurs, mais la seule en championnat, c'est Heidi. En rallye, nous avons les championnats de France du Gers, terre d'Armagnac, terre d'Écosse, de Castine, terre d'Occitanie et terre des Cardabelles, auquel il convient d'ajouter le petit nouveau rallye terre de découverte à Decazeville, pour un total de 19 rallyes quand même dans notre région qui se déroulent sur ce territoire pendant une saison entière. Notre région s'ouvre également sur des disciplines spectaculaires comme le drift, très à la mode, et les courses de côte au nombre de 5. Il y a Espalion, Roquefort, Tarbes-Bosmet, Revel-Saint-Féréol et Saint-Antonin-Nobleval. J'ajouterai 2 petits rendez-vous pour les puristes de voitures anciennes, et Dieu sait si dans le Midi Toulousain il y en a. Donc le premier rendez-vous important, c'est le 2e Albi Auto Classique au mois de juin et le Classique Festival de Garon qui se déroule au mois d'octobre avec des voitures assez exceptionnelles, je peux vous le dire. Et après le succès du rallye Midi Toulousain, envisagez-vous de soutenir davantage la création d'épreuves similaires dans notre département d'Occitanie-Pyrénées ? Alors, comme je le disais, on a une cinquantaine d'épreuves et il est toujours difficile d'intégrer dans ce calendrier une nouvelle épreuve, même si nous sommes sollicités par l'écurie de la Vallée d'Olt, dans le Nord Aveyron, pour la création d'un rallye régional. Bien évidemment, nous étudions la possibilité d'intégrer une date dans ce calendrier déjà chargé. Autre nouveauté, le championnat de France des rallyes VHC débutera cette saison 2025 lors du rallye des Côtes du Tarn en fin février, début mars. Et c'est la première épreuve du championnat de France des rallyes VHC. Ça démarre chez nous. Et avec des talents comme Théo Calvé et Yvan
Rodriguez, quel dispositif la Ligue prévoit-elle pour soutenir les jeunes pilotes et favoriser leur progression en 2025 ? La Ligue s'appuie sur l'école de pilotage camion qui est basée à Nogaro, qui fait un travail remarquable tant dans la découverte de nouveaux talents qu'en matière de formation de pilotes actuels, ce qui donne une valeur ajoutée à notre championnat de France camion. Et la victoire de Jennifer Janik dans la catégorie féminine du Grand Prix Camion d'Albi est un bel exemple de diversité. Quels efforts comptez-vous poursuivre pour encourager davantage la participation des femmes dans le sport automobile ? Alors, la fédération a créé une commission féminine afin de mettre en valeur et de les accompagner depuis le karting vers le haut niveau pour les pratiquantes, mais également pour celles qui se dirigent vers l'encadrement des officiels. Nous avons quelques femmes pilotes, nous en avons beaucoup plus copilotes et la progression se fait également vers la fonction d'officiel. Commissaire de route, commissaire sportif, chronométreuse, directeur de course même, informaticienne pour gérer le côté administratif ou les classements des épreuves. Et c'est important d'en parler, l'éco-responsabilité est de plus en plus importante dans le sport. Quelles actions concrètes la Ligue prévoit-elle pour rendre les épreuves plus respectueuses de l'environnement ? Alors, tout d'abord, l'arrivée de véhicules carbonés mis à disposition des voitures d'encadrement pour les officiels sur site, que ce soit directeur de course, commissaire sportif, etc., voitures ouvreuses, on a de plus en plus de voitures électriques. L'utilisation de systèmes informatiques de WhatsApp Sportity permettent de diffuser toutes les informations avant les épreuves, durant l'épreuve et après. Ça supprime ainsi de manière significative toutes les impressions. Fini le papier, fini l'encre, sans compter que les déplacements sont ainsi économisés. Nous avons 2 de nos championnats français qui sont alimentés avec des carburants décarbonés. Le championnat de France FR4 Académie qui roule à l'éthanol, mais aussi le championnat de France Camion qui roule avec un carburant 100% renouvelable. L'un des premiers championnats d'ailleurs qui a travaillé là-dessus, Fabien Calvé, s'il était là, il saurait l'expliquer, c'est son dada, c'est son petit, il y est arrivé. C'est un premier pied, je dirais, mais on avance. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la pollution des véhicules de compétition est infime. Le pourcentage est insignifiant. Ce qui est le plus polluant, ce sont les déplacements des accompagnants et spectateurs aux différentes manifestations sportives, de toutes disciplines d'ailleurs. Vous avez plus de monde qui se déplace pour aller à un match et dont l'empreinte carbone augmente. On a aussi des organisateurs qui ont pris l'initiative de planter des arbres à chacune de leurs épreuves. Il y en a d'autres qui sont partis sur des partenariats communaux et ils participent à la végétalisation des cours d'école par exemple. Mais il y a plein d'autres actions qui vont dans ce sens du respect de l'environnement. Et pour conclure cet échange, quel message souhaiteriez-vous adresser aux passionnés de sport automobile qui suivent de près les épreuves de la Ligue ? Que les amateurs de sport automobile se rapprochent des clubs qui sont autour d'eux, les ASA, les écuries, tout ce qui organise des épreuves, et puis qu'ils se rendent sur le site de la Ligue, surtout le https www.sportauto-occidentanie-pyrénées.fr et là ils vont trouver beaucoup de réponses aux questions qui se posent, donc qui n'hésitent pas ou qui nous contactent. Donc c'est le vœu le plus cher que nous avons tous, développer le sport automobile en Occitanie par tous les moyens, y compris les féminines. Et l'année 2024, la fin de l'année 2024 arrive à grands pas. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Ligue et les sportifs de sport automobile pour 2025 ? Alors déjà au mois de janvier, nous allons faire la remise des trophées de la saison 2024 avec tous nos champions et ceux qui auront des récompenses internationales. Il n'y en a pas beaucoup cette année malheureusement, mais voilà. Et puis 2025, je vous dis, on attaque fin février, début mars. Le même week-end, il y a la Coupe de France des circuits à Nogaro et le début du championnat de France VHC lors du rallye des Côtes-du-Terne qui va se dérouler de Rabastens et dans les Gaillacois. Un grand merci Michel pour cet éclairage sur l'avenir du sport automobile en Occitanie. 2025 s'annonce prometteuse avec des projets qui renforcent l'attrait de notre région pour les amateurs de vitesse et de compétition. Nous ne manquerons pas de suivre avec attention les prochaines annonces et des rendez-vous sportifs à venir. Merci pour ce témoignage dans l'émission Ici on parlait de sport et bonne continuation pour tous vos projets. Merci à vous et bonjour à tous les sportifs. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Pascal Hernandez et Jean-Luc Ricard. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus.
le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Pascal Hernandez, qui est nouveau président de la Fédération internationale de boules, et Jean-Luc Ricard, qui est lui éducateur, manager de l'équipe nationale 3, en charge de la communication du club et coordinateur du meeting international de Bruguière. Pascal Hernandez, vous êtes un passionné de sport boule et vous travaillez à la Fédération internationale de sport boule. Bonjour d'abord et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons bonsoir. Et nous allons discuter aussi avec Jean-Luc Ricard, qui est avec nous, président du club de boules de Bruguière, qui lui nous parlera des actions avec son club. Mais avec vous, j'aurais aimé qu'on parle justement un peu plus de ce d'abord que vous présentiez et que vous nous parliez un petit peu de cette passion que vous avez pour le sport boule et de ce que vous voulez éventuellement apporter votre aide pour le développement. Alors, une petite question d'abord sur le personnage Pascal Hernandez. Alors Pascal Hernandez est tombé dans le sport boule à l'âge de 9 ans pour des raisons familiales. Papa y jouait, mon grand frère également. Et puis à l'âge de 16 ans, je me suis orienté vers la vie de dirigeant au sein de mon club pour commencer. Et puis ensuite au niveau du département et plus tard au niveau de la région de Provence dont j'ai été le secrétaire général puis le président. Également au niveau de la Fédération française du sport boule. Et puis voilà, en 2017, on m'a sollicité pour intégrer la Fédération internationale de boules en tant que secrétaire général, ce que je fais depuis 8 ans. Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans ce sport qui est quand même original? On sait qu'il y a les grands frères, le frère à côté qui est la pétanque, et puis au plus d'aller un peu plus loin dans les ce que j'appellerais les instances dirigeantes nationales et internationales. Alors il y a plusieurs types de situations. La première, donc c'est l'amour du jeu, l'amour du sport, et surtout les valeurs qu'elles apportent. En tant que jeune, et c'est ce qu'on tend à développer dans le milieu scolaire. En tant que jeune, il y a tout d'abord la motricité, le fair play, les notions de fair play, la mixité, tout ce genre de choses qui fait que le sport boule est un super sport, accessible à tout le monde. On peut jouer très jeune, on peut débuter à 8-9 ans comme je le disais et continuer à jouer encore à 70 ans. Pour nos auditeurs, on rappelle, bien sûr, on connaît la pétanque tous. Le sport boule est un tout petit peu moins connu, sans faire de peine à qui que ce soit. C'est plus dynamique en fait quand on le voit. On voit que ça bouge plus. C'est un sport de lancer, mais on court aussi. C'est ça. Vous pouvez un petit peu nous expliquer quand même? Alors, on va tendre vers deux épreuves. La première épreuve qui est le sport boule, le jeu traditionnel, qui est simplement une partie de boule où il faut aller en 13 points avec un règlement qui lui est bien propre, différent de celui de la pétanque, avec des longueurs grandes, plus importantes, et des zones de lancer avec une course qui peut être faite pour tirer une boule. Le règlement est très différent et les épreuves aussi. Et on a une deuxième épreuve où on va dire des jeux dynamiques, des tirs sportifs ou de concentration, qui est le tir de précision. Mais le plus sportif de toutes ces épreuves, c'est le tir progressif, où un coureur va courir pendant 5 minutes en faisant des allers-retours sur un terrain qui fait 27,50 mètres de long. Il va faire pendant 5 minutes des allers-retours de manière à toucher le plus de boules contre son adversaire, bien entendu. Et on a quelques bons résultats parmi les sports boules, puisqu'on a, je crois, des champions du monde dans cette discipline. Oui, les Français sont régulièrement titrés champions du monde, et quand ils ne le sont pas, ils sont régulièrement sur le podium en tout cas. Si vous voulez, parmi les meilleures nations mondiales, il y a la France, bien entendu, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et la Turquie qui est venue se mêler aux 4 grands ces dernières années. Donc c'est très intéressant pour les enjeux qu'il peut y avoir. Alors justement, la liaison est bonne. Comment le sport boule s'intègre-t-il sur la scène internationale, notamment par rapport à des événements comme les Jeux mondiaux ou d'autres compétitions reconnues? Alors, il faut comprendre d'abord que les Jeux mondiaux sont organisés par un organisme qui est l'IWGA, qui dépend du CIO, du Comité international olympique, et c'est la Fédération mondiale de boules et pétanque, où nous sommes une fédération dans laquelle nous sommes affiliés avec la Rafa Volo, qui est une autre discipline sportive, qui gère ce dossier et qui gère le dossier également, bien sûr, de l'accès aux JO. La tentative de Paris a été hélas ratée, mais le rendez-vous
rendez-vous ultérieurs, on travaille dessus. Quels sont justement, selon vous, les défis majeurs que le sport boule doit relever aujourd'hui? Alors les défis, ça va être le développement sur le continent asiatique. Chacun sait qui les personnes qui regardent un peu la pétanque savent que la Thaïlande, par exemple, etc. Sur le continent asiatique jouent beaucoup à la pétanque. Et c'est vrai qu'un des objectifs principaux pourrait se mêler à cette course au développement en s'associant avec la pétanque pour pouvoir nous développer sur le continent asiatique, bien que l'Asie, Océanie, avec l'Australie, le Japon, Hong Kong, qui est une fédération pour nous, et Taïwan, se développe déjà pas mal. Est-ce qu'il existe des efforts pour intégrer le sport boule, bien évidemment, dans les Jeux Olympiques? Et si oui, est-ce qu'il y a un projet? Comment on peut l'imaginer? Alors, tout d'abord, les enjeux du CIO, il faut bien écouter, et j'ai bien écouté ce qu'avait dit le président lors de la cérémonie de clôture de Paris, qui voulait quelque chose de dynamique, de jeune, et notamment la mixité. Donc, la mixité est au cœur de nos épreuves, puisque depuis plusieurs années, nous avons développé la mixité dans notre sport, même si les féminines jouaient déjà de leur côté, mais on a réussi à associer un garçon et une fille sur certaines épreuves, et ça enchante déjà toutes les nations, parce que c'est particulier, et puis ça donne un nouvel élan, un nouvel oxygène au sport boule. Alors justement, quels sont vos espoirs pour l'avenir du sport boule en général? Ça va être de se développer un peu plus, et le développement va aussi passer par les fédérations nationales qui sont le lien pour nous, en tout cas pour le développement, c'est le scolaire, passer par le scolaire, même si aujourd'hui la multiplicité des sports qui est présentée sur notre territoire, c'est compliqué pour tout le monde, mais je pense que chacun a sa place au soleil, et il est possible que avec les valeurs que représente le sport boule, je disais de sport, de mixité, de motricité, puisque c'est ce que nous regardons également, ça peut être très important pour cette jeunesse. Alors Pascal, avant de nous quitter, il y a aussi ici un meeting généralement international dont Jean-Luc m'a parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur Bruguière? Oui, tout à fait. Alors ce meeting international de tir en relais mixte est très important pour nous parce que c'est notre outil de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous en serons en 2025 à la 7e édition, et ça fait 6 éditions que la Fédération internationale de boule soutient ce meeting qui est inscrit au calendrier de la Fédération internationale. Et en 2025, nous serons encore au rendez-vous parce que le mois de septembre, on sait très bien que le sport se lance au mois de septembre, et pour nous c'est un peu le lancement de la saison internationale. Donc nous attachons une attention particulière à ce tournoi, et comme je vous disais, les équipes internationales, les meilleures équipes en général sont là pour lancer leur saison, pour se préparer aussi. Quelquefois nous avons des épreuves un mois après, donc c'est important qu'ils se préparent, et c'est l'occasion avec Jean-Luc Ricard de relancer un peu toute la mécanique après l'été. En tout cas, merci Pascal, on voit qu'il y a de l'enthousiasme et de la passion, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. Merci pour ce témoignage dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation Merci. pour tous vos projets, et puis on va retrouver dans quelques instants Jean-Luc Ricard qui lui, localement, va nous parler un petit peu du développement et de ce qu'il souhaite faire pour les actions, pour promouvoir le sport boule et toucher un large public. Merci beaucoup Pascal, et à très bientôt. Merci à vous, merci, au revoir. Nous retrouvons Jean-Luc Ricard pour aborder les diverses actions du club pour promouvoir le sport boule et toucher un large public. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours personnel et professionnel? Moi je suis un footeux à la base. Voilà, j'étais président de foot, j'ai joué pendant très longtemps au foot. Et suite à un accident justement de sport, j'ai dû faire ma rééducation, et je suis revenu à la lyonnaise, comme on disait avant, puisque maintenant c'est le sport boule. Pour pouvoir marcher, puisque nous avons un sport qui nous fait énormément marcher, courir, donc on pourra parler. Voilà. Et il y a une trentaine d'années, je me suis lancé dans la formation des jeunes. On a créé un centre de formation à Bruguière, et bon an mal an, on a eu pas mal de résultats, des jeunes qui sont venus, donc on a pas mal d'activités au club, donc je les développerai tout à l'heure peut-être. Alors justement, Bruguière est un club très engagé dans la promotion et compte désormais dans le monde du sport boule. Comment vous y prenez-vous? Alors, nous on a un sport qui a un avantage et un inconvénient, c'est qu'on peut jouer de 5 à 80 ans. Voilà, on a à peu près 12-13 disciplines différentes. Et alors, bien sûr, à tous les âges, on peut jouer, mais à côté de ça, quand on joue, on ne fait pas formateur. On ne forme pas les jeunes, etc. Donc, on a un déficit de formateurs, d'éducateurs dans les clubs. Et nous, à Bruguière, il y a très longtemps qu'on s'est lancé dans la formation. Là, actuellement, on en a encore une personne qui va se former, passer
c'est les diplômes. Et donc, en plus, on a un président qui est depuis 30 ans et qui vient du foot lui aussi. Et au foot, si vous regardez, foot, rugby, tout ça, les gens, quand ils arrêtent de jouer, ils se mettent dans ils sont bénévoles avec les jeunes, etc. Et nous, c'est moins le cas. Et donc, si on n'a pas d'éducateurs, on n'a pas de jeunes, forcément. Donc, on va dans les écoles. Demain matin, moi, je suis avec 2 classes de CP. On va dans les écoles chercher, expliquer aux gens ce que c'est le sport boule, puisque tout le monde nous dit c'est de la pétanque. Justement, la question que j'avais envie de te poser pour nos auditeurs, est-ce que tu peux un petit peu nous spécifier, je voudrais pas gêner tes oreilles, mais entre la pétanque et le sport boule, quelles sont les petites différences quand même? Non, mais ça va pas me gêner. Moi, il m'arrive de jouer à la pétanque. Attention, il n'y a pas de guerre. Je crois que la boule est plus lourde. Alors nous, alors déjà, on joue plus loin. On a des cadres bien définis de 2,50 m de large, et on joue entre 12,50 m et 17,50 m en adulte. Bon, les jeunes, bien sûr, les dimensions des cadres sont réduites. On a des boules plus grosses. Faut 1 kg, en gros, 1 kg et 80, entre 90 et 100 mm de diamètre. Et surtout, on est toujours en mouvement. C'est-à-dire, quand on pointe, on est en mouvement. Lancer la boule dans l'élan. Et quand on tire, là, on prend de l'élan, on a 5-6 mètres d'élan à courir, à jeter la boule. Parce que la spécificité du tir à la lyonnaise, c'est qu'on n'a pas le droit de tomber à plus de 50 cm de l'objet visé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tirer à la rafle. Vous voyez, comme ça peut arriver à la pétanque. Et surtout, quand on tire, il faut annoncer les objets. On ne peut pas tirer n'importe quoi. C'est pour ça que hier, il y a eu la finale du championnat du monde de pétanque. Il y a eu quelques coups qui n'auraient pas été acceptés au sport boule. Voilà, c'est pour spécifier tout ça. Ouais, quelles sont les différentes disciplines de ce sport? Alors, on a les parties traditionnelles qui peuvent se jouer en simple, en double, en triple et en quadrette. À 4 contre 4. Donc ça, c'est des parties qui se jouent. C'est comme à la pétanque, si vous voulez. On va devoir faire un nombre de points. Normalement, c'est à 13. Mais c'est de plus en plus autant chez nous. Parce que c'est un peu plus long qu'à la pétanque. Donc, en simple et en double, c'est 1h30. En triple aussi. Et en quadrette, c'est 2h30. Et surtout, on a des spécificités, la spécificité du tir, mais aussi au point où on n'a pas le droit de pousser les objets de plus de 50 cm. Donc ça veut dire que vous voyez tous les gens qui ont une barrette en fer, là, c'est pour marquer les objets. On marque tous les objets. Il y a moins de chance. Il y a une part de chance, mais il y a moins de chance qu'à la pétanque. Donc ça, on a les épreuves parties traditionnelles, et on a des épreuves modernes. Le combiné, par exemple. Le combiné se joue 1 contre 1 ou 2 contre 2 en mixte, comme Guillaume Abelfo et Anaël Barazuti qui sont les champions du monde. Et là, on joue 4 boules. 4 boules par main. Et donc, une main on pointe, une main on tire. Et on fait un cercle de 70 cm autour du cochonnet. Il faut rentrer la boule dans le cercle. Si elle est rentrée, l'adversaire doit la tirer. Si elle n'est pas rentrée, on repointe, etc. On a du tir de précision. Tir de précision que nous a agréablement pris la pétanque. Voilà. Avec 11 cibles différentes qui vont de 12,50 m à 17,50 m et des cotations différentes. Donc un contre l'autre sur le même terrain, chacun tire à tour de rôle et c'est celui qui fait le plus de points qui gagne. Et puis on a les épreuves de course. Alors ça c'est plus spectaculaire ça. C'est plus spectaculaire et c'est mon dada quoi ça. Donc les épreuves de course, ça peut se jouer tout seul. Soit c'est du progressif, du tir progressif. Donc on va tirer sur 3 cibles qui vont évoluer suivant la réussite du tir. C'est-à-dire on commence à la première, si elle est tapée, on passe à la seconde. Donc c'est des allers-retours, puisque nos terrains sont rectangulaires. On tire, on va prendre la boule de l'autre côté et on fait un circuit pendant 5 minutes. Donc là, le champion du monde, c'est Alexandre Chirac, qui était à Bruguière il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, et qui nous a fait l'honneur de venir. Voilà, c'était pas mal. Et ensuite, on a du relais. Du relais, moi, c'est le plus spectaculaire. C'est là que nous, on fait une grosse organisation au mois de septembre. Du relais mixte, du relais féminin et du relais masculin. Et là, c'est pendant 5 minutes, on est à 2, on tire 4 boules, on passe le relais à l'autre qui tire 4 boules, etc. Et donc là, c'est comme on tire que sur 4 boules, on y met la gomme, quoi. Les gens se lâchent et c'est beaucoup plus spectaculaire que de jouer tout seul sur un tir progressif. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler du meeting international de relais mixte que votre club organise ? Alors nous, en fait, au départ, on s'était dit, on a une épreuve qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment le relais. Parce que c'est spectaculaire, c'est facilement
compréhensible. Et ça dure pas longtemps, 5 minutes. Nous, on fait courir sur 3 terrains. On a 3 équipes, une sur chaque terrain. Et donc, on avait dit, au départ, ça fait 12 ans, on a créé le seul tournoi de relais qui existe en France et même au monde. Et en 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Les Jeux Olympiques qui ont été annoncés à Paris et la candidature des sports de boule, parce qu'on a tout mis ça sur la pétanque, mais en fait c'était pas que la pétanque, c'était le sport boule avec le relais justement. Et à cette époque-là, Frédéric Ruiz, l'ancien président de la Fédération internationale, avait créé le relais mixte, où là c'est vraiment de la mixité, de la parité, parce que chacun fait la même action. Et donc en 2018, moi j'ai écrit à Frédéric Ruiz en lui disant nous, pour lancer ça, on fait un petit tournoi de relais. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse un tournoi international? Un quart d'heure après, il m'appelle, il me dit allô monsieur Frédéric Ruiz, ici, je suis d'accord. J'y croyais pas, quoi. Je croyais qu'on me faisait marcher. Et depuis, on va. Normalement, si tout va bien, on fera le 7e en septembre 2025. Et on s'aperçoit, alors bien sûr on a gardé le tournoi de relais, le meeting de relais national, parce qu'il était hors de question qu'on mette que des internationaux. Et puis une fois qu'on a couru, il faut quand même demi-heure, 3/4 d'heure de repos pour faire une autre course. Donc, et là on jumelle le relais national et le relais international. Et on a de plus en plus de personnes qui viennent pour le relais national. Pourquoi ? Parce qu'ils côtoient des internationaux. Ils vont remettre les boules aux internationaux. Ils vont voilà. Et puis c'est la grande fête du sport boule, quoi. Et moi je pense que il y a des élections là à la fédération. Changement ou pas voilà. Et je pense que les prochains dirigeants feraient bien de mettre en avant cette épreuve pour pouvoir attirer des jeunes, parce que ça marche à Beauguière. Nous on attire des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, plus âgés des participants avaient 59 ans cette année au meeting national. Et puis des gens qui n'avaient jamais fait de course, des filles de 6 jeunes là, qui n'avaient jamais fait de course. Ce que vous disiez, donc il y a la notion de mixité aussi qui est intéressante. La mixité, c'est ça qui aujourd'hui est un peu dans l'air du temps. Et d'accueillir les femmes dans ce genre de compétition, c'est super. Mais c'est plus que dans l'air du temps, parce que nous, on s'aperçoit qu'au relais national, maintenant, on a beaucoup plus d'équipes mixtes que d'équipes féminines ou masculines. Voilà. On se mélange et souvent, c'est l'homme et la femme. On a eu le père et la fille, c'est fabuleux. Et puis surtout l'ambiance qu'il y a, quoi. Tous les gens, là, m'ont dit en 2024, à 2025, on revient. Donc c'est un tournoi qui a lieu tous les ans, pour l'instant, en septembre. 13-14, je tournoi crois. international de Bruguière, quoi. Il y aura le tournoi national. Après le tournoi international, il va falloir voir avec Pascal Hernandez qui vient d'être élu. Bon, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'il nous l'attribue encore, puisqu'ils en sont contents, on fait la pub. Pour le moment, j'ai pas la réponse officielle. Alors on a évoqué tout à l'heure avec vous les Jeux Olympiques. Votre club avait misé beaucoup sur l'intégration des boules aux Jeux Olympiques. Comment vous avez vécu finalement ce refus ? Enfin, pas ce refus, mais le fait de ne pas avoir été retenu. Déjà, l'histoire n'a pas été très nette. Bon, ça m'a pas étonné. Moi, ça m'a pas étonné, parce que je dirais que la campagne de communication a été axée pratiquement uniquement sur la pétanque. Moi, j'ai rien contre la pétanque. Il y a des bons sportifs, il y a du haut niveau, on l'a vu au championnat du monde, mais on n'a pas trop montré nos épreuves de course, justement. Et je pense que c'était plus en phase pour entrer au JO avec ces épreuves de course. Voilà, on pouvait faire mieux. On n'a pas été bon en communication. Il y a eu... En lobbying, comme on dit dans le jargon. Le lobbying, ouais, mais le lobbying, à un moment donné, c'était sûr. Et après, ça n'a pas été... Enfin, il y en a qui sont tombés des nues, parce qu'ils étaient persuadés. Mais moi, ça ne m'a pas étonné. De toute façon, je pense qu'on n'était pas prêts, nous. Mais... Bon. À suivre pour les années à venir, alors. Je sais pas, c'était l'occasion, là, après, à Los Angeles, le sport boule, ils n'en parlent pas trop. Encore que les championnats du monde des moins de 23, moins de 18 viennent de se dérouler à Porto Rico, qui est une enclave américaine. Bien sûr. Et il y avait des équipes américaines. Donc, En fait, donc on a le sport boule, mais j'ai découvert en discutant un peu avec vous, vous avez aussi écrit un roman qui s'appelle Le Verso de la médaille, qui est inspiré de la passion, de votre passion pour les boules. Comment c'est venu cette idée ? Alors justement, c'était il y a une dizaine d'années, je m'étais dit quand même...
ça commençait à parler de Paris, les JO à Paris, tout ça. Alors j'ai dit quand même, ça pourrait se faire. Et puis, ce livre, je l'avais dans l'idée depuis un moment, mais j'avais pas trop le temps. Et malheureusement, j'ai eu une année de santé, et qui a fait que ça m'a donné le temps de le mettre sur papier. Et effectivement, alors je l'ai commencé avant que Paris soit désigné, et avant qu'on parle des jeux de boules, qui a eu la campagne de communication pour les jeux de boules. Et voilà, il est sorti il y a 8 ans. C'est un roman. Hein, c'est un roman. C'est quelqu'un... je me suis inspiré un peu de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un jeune qui découvre le sport boule au cours d'initiation scolaire, ce que je fais chaque année, l'initiation scolaire. Et petit à petit, il va mettre le doigt, le bras, le pied, et voilà. Et on trouve tout ce que j'ai pensé que sportif de haut niveau pouvait rencontrer, les blessures, l'amour, la séparation, les problèmes familiaux, etc. Et toutes les épreuves, tous les championnats du monde, etc. On peut le trouver encore? Il est encore disponible? Oui, chez moi. Oui, j'en ai, mais je vous en laisserai un exemplaire. Non, ça vous permettra de lire. C'est aussi simplement pour pouvoir dire aux auditeurs qui sont intéressés sur ce genre de livre. Alors, c'est aux éditions Maya. Voilà, les éditions Maya. Édition Maya, on peut le commander, là. Moi, j'en ai 7 ou 8, mais bon... je n'ai plus trop. L'information est passée. Alors, juste pour conclure un peu cet échange, quels sont les projets pour le club, en fait? L'avenir, c'est quoi? Alors, nous, on est un club, on est 87 licenciés, hommes, femmes, jeunes, etc. On est un des plus gros au niveau Midi-Pyrénées. Donc, on fait de l'initiation scolaire, avec des CP là, et puis à partir du mois de janvier, CM1, CM2. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on allait chercher les classes. Et maintenant, c'est eux qui nous appellent. À juin, là, et tu passeras à nous pour l'année prochaine. Et donc, l'initiation scolaire qui nous permet de récupérer 2, 3, 4 gamins. Il ne faut pas espérer récupérer une dizaine de gamins chaque fois. Et donc, on a un centre de formation, parce que ça, c'est important. Si vous faites de l'initiation scolaire, si vous ne faites pas un centre de formation derrière, les gens qui disent on veut venir, on ne peut pas leur dire où. Donc on fait ça, on fait la boule santé qui fonctionne bien, la boule bien-être, tous les mercredis matins. Là on a un éducateur qui s'en occupe, et on a 20-25 personnes qui viennent tous les mercredis matins. Alors c'est des jeux basés sur l'équilibre, la concentration, l'adresse, voilà, et ça permet à des... Alors là c'est pour les plus âgés, là. Donc ça fonctionne bien. Et ça permet au club d'avoir un vivier de bénévoles après aussi. Et puis, effectivement, des licenciés. Donc on fait de la boule entreprise, c'est-à-dire des soirées à destination des entreprises. Ça nous permet de faire connaître notre sport et éventuellement d'avoir des sponsors. Parce que le meeting international nous coûte très cher et on recherche des sponsors. Voilà. Donc après... On a la compétition, bien sûr, en tant que championnat de France. Alors, il y a énormément de championnats de France par équipe. Et l'an dernier, on a été champion de France des AS, 3 et 4. Le jour du meeting, justement, notre équipe était en train de faire la finale du championnat de France et l'a remporté. Donc on a passé un week-end fabuleux. Voilà, donc on a d'autres idées. On voudrait lancer du fitball. Le fitball, on sait ce que c'est. Le fit, c'est des trucs. Mais je pense que dans certaines régions, c'est lancé et ça prend, quoi. C'est du cardio, c'est du... Bon, on va voir. Et puis surtout, on essaie d'avoir un éducateur rémunéré au club, parce qu'on peut pas... On a du mal à s'en sortir, mais là, financièrement, c'est compliqué. Donc on a pas mal d'idées pour essayer de faire connaître. On y arrive pas mal. On a des relations avec la mairie qui sont au top, parce qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement... Vous avez fait jouer au bout le maire ou les administrés, non? L'ancien maire a joué. Là, on va, comme ça a changé, on va le lui mettre. Oui, on va le lui mettre. Juste avant Noël, c'est bien. Un grand merci, Jean-Luc, pour cet entretien. Bonne continuation pour l'ensemble de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Je reviendrai. Merci. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport ?
fin du match. C'est la fin du match et de cette 78e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Oui, du 4 au 14 décembre, vous pouvez retrouver de l'haltérophilie avec le championnat du monde à Manama au Bahreïn. Et du mardi 10 décembre, volley, Marmara Spike Lag, 13e journée, Chaumont contre Toulouse, Montpellier va rencontrer Poitiers, Nice reçoit Narbonne, Tours contre Sète et en Ligue A féminine, 11e journée, Vendeuvre recevra Béziers. Le mercredi 11 décembre, du basket avec l'Euroleague féminin, Basketland affrontera Bourges. Et le jeudi 12 décembre, toujours du basket en Euroleague masculin, Fenerbahçe de Turquie contre Monaco. Le vendredi 13 décembre, du basket Euroleague homme avec la 15e journée, l'Asvel affrontera Paris. En handball en Ligue Imoli Star League, Montpellier recevra Toulouse, Nîmes jouera contre Cesson-Rennes. Et en rugby pour la Pro D2, Béziers affrontera Montauban et Nevers recevra Colomiers. Et on passe au vendredi 13, du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, biathlon Coupe du Monde et hommes et femmes à Holzfilzen en Autriche. Le samedi 14 décembre, du rugby avec la Champions Cup, l'Ulster recevra Bordeaux-Bègles, le Leinster jouera à domicile contre Clermont, La Rochelle recevra Bristol, le Saracens se déplacera au Stade Français et en Challenge Cup, Montpellier jouera contre les Ospreys et en ski alpin, il y aura la Coupe du Monde slalom géant à Val d'Isère ainsi que la Coupe du Monde femmes descente à Beaver Creek aux États-Unis. En ce qui concerne le volley, la 14e journée de Marmara Spike League, Toulouse jouera à domicile contre Nice, la SCAN recevra Montpellier, Narbonne jouera à domicile face à Saint-Nazaire et en Liga féminine 13e journée, Béziers affrontera le Valois. Dimanche 15 décembre en rugby, Coupe des champions, Exeter contre Toulouse, en challenge Perpignan contre Connard et en cyclocross, Coupe du monde homme élite à Namur, Belgique. En ski alpin, Coupe du monde homme slalom à Val d'Isère, Coupe du monde femmes Super G à Beaver Creek aux États-Unis et enfin volley Marmara Spike Lag, 14e journée, 7 rencontrera Paris. Au programme de la semaine prochaine, découvrez la pelote basque, née au Pays Basque mais pratiquée bien au-delà. La pelote basque est bien plus qu'un sport, c'est une tradition, une passion et un moment de convivialité à partager. Que vous soyez débutant, curieux ou déjà fan, ce sport typique du sud de la France vous séduira par ses nombreuses disciplines, main nue, pala, cesta punta. Il y en a pour tous les goûts, accessible à tous les âges et même adapté. Pour les personnes en situation de handicap, la pelote basque, c'est avant tout un esprit de partage et d'inclusion. Prêt à taper dans la balle ? Rejoignez l'un des 18 clubs du comité départemental de Haute-Garonne, Ariège et Aude et vivez l'expérience unique d'un sport ancré dans la culture locale mais résolument tourné vers l'avenir. Et en deuxième mi-temps, le handball en France, un sport en plein essor. Le handball est bien plus qu'un sport, il combine intensité, stratégie et esprit d'équipe. En France, il gagne en popularité grâce aux performances internationales de ses équipes et à ses valeurs qui séduisent petits et grands. Depuis des années, la France s'impose dans le handball mondial. Les équipes masculines et féminines, comme les célèbres Experts et les Bleus, enchaînent les succès. En 2024, l'équipe féminine fait rêver lors des championnats d'Europe, symbole de détermination, d'excellence. Avec près de 500 000 pratiquants, le handball est un sport accessible à tous, joué à tout âge, que ce soit dans les écoles, les clubs ou les compétitions professionnelles. Le handball en Haute-Garonne, c'est une passion qui grandit. Le comité handball de Haute-Garonne contribue activement au développement de ce sport avec 31 clubs amateurs et 6 clubs corporatifs. Ces actions incluent promouvoir le handball pour tous, former joueurs, entraîneurs et arbitres, organiser les championnats locaux, accompagner de jeunes talents vers le haut niveau. Grâce à ces réussites et à l'engouement qu'il suscite, le handball continue de fédérer et de grandir en France et dans la région. Merci à Michel Vergne, Pascal Hernandez, Jean-Luc Ricard pour votre participation dans l'émission. Et si on parlait de sport, c'est la 78e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.